L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on voulait vous parler de nos modalités de financement pour voir un petit peu comment on peut vous accompagner à travers vos projets, le développement de vos projets. On vous parlait de notre mode de financement, de nos critères, notre façon d'évaluer les projets pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne au CCH. On voulait aussi vous faire une petite présentation de nos différentes modalités et de nos priorités d'action. Voilà. Alors, juste un petit point technique, on va faire la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Il y a Quentin, Adrien qui prendront vos questions et qui n'hésiteront pas à les poser au fur et à mesure de nos échanges. Voilà. Alors, juste pour faire un petit point ordre du jour, on commencera avec Carole Copin, qui est la directrice du pôle projet, pour évoquer justement quel projet on va financer, quels sont nos critères, quelles sont nos modalités de financement. Ensuite, j'introduirai Quentin Van Écoute, qui est chargé de mission au CCH et qui nous parlera de l'étude d'un projet au CCH, du processus, comment ça se passe, à quoi on est attentif. Et on a invité un porteur de projet qui est Brice Amand, de l'association Trait d'Union de l'Avesnois, qui viendra témoigner aussi de l'accompagnement qui a été fait par Quentin de son projet. Et moi, je vous ferai un petit topo pour finir sur notre plateforme de financement participatif, Human & Go, voilà, qui a été créée en 2019 et c'était important pour nous de vous en parler aussi pour préciser quel type de projet on peut accompagner à travers cette plateforme de financement. Voilà, je vais juste introduire, parce que si vous êtes là, peut-être que vous connaissez le CCH, mais peut-être que vous ne connaissez pas tous ce qu'est le CCH. Donc, je vais introduire cette réunion en vous disant quelques mots sur nos actions. En fait, on est une association qui est reconnue d'utilité publique. C'est un rassemblement assez original puisque dans sa gouvernance, on retrouve des groupes de protection sociale, les grandes associations nationales du handicap, des entreprises et des comités d'entreprise. Et elles se rassemblent tous autour du même objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et de faire en sorte que la participation sociale des personnes handicapées soit réellement effective. Voilà. Alors, en quatre missions, le CCH, c'est d'abord un acteur de financement des projets et d'accompagnement des entrepreneurs qui s'engagent aux côtés avec les personnes handicapées. En 2021, c'était 17,4 millions d'euros qui ont été regroupés et grâce aux membres du CCH pour permettre à ces projets de voir le jour. Et ces 240 000 euros qui sont mobilisés également par les membres du CCH sur la plateforme de financement participatif Human & Go sous forme d'abondement des projets. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus précisément à la fin de la réunion. Le CCH, c'est aussi un centre de formation et des activités de conseil. Alors, on accompagne les acteurs publics, privés. On les sensibilise, on les forme. Voilà, tous ceux qui s'engagent auprès des personnes en situation de handicap et notamment sur le maintien et l'accompagnement vers l'emploi. Voilà. C'est aussi le CCH un espace de ressources et de partage. Notre objectif, c'est de sensibiliser aux enjeux prioritaires et de partager les bonnes pratiques, essayer de créer du lien entre les gens qui s'engagent pour favoriser l'innovation. Et enfin, c'est aussi, depuis peu, le CCH, c'est aussi être en réseau. C'est un club d'entreprise, de référents handicap en entreprise, voilà, qui font en sorte que les conditions d'accueil des personnes en situation de handicap en entreprise soient les meilleures possibles. Voilà. Et c'est aussi un magazine, Être, Emploi, Handicap et Prévention. Voilà. Et alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais accueillir, c'est Carole Copin, qui est directrice du pôle projet.
Et on va tout de suite aller sur nos modalités de financement. Je vais vous partager une petite présentation qu'on a faite pour l'occasion. Voilà, je sais pas si voilà, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, je vais tout de suite demander à Carole. Carole. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui peut faire une demande de financement auprès du CCH? Oui, donc tout type de structure, en fait, on peut faire une demande de financement auprès du CCH, les associations, bien entendu, et plus largement les structures de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les acteurs du public, comme les hôpitaux, par exemple. Nous, ce qu'on attend surtout des porteurs de projets, c'est vraiment une expertise des sujets, une expertise des besoins des personnes en situation de handicap, et surtout donc des projets d'utilité sociale qui favorisent vraiment l'intérêt collectif, par exemple dans leur manière de lutter contre les exclusions, d'apporter un soutien au public en situation de handicap ou au public en perte d'autonomie, et aussi donc des projets qui contribuent vraiment au développement du lien social. Et donc, un porteur de projet ne peut pas postuler à titre individuel? Non, Voilà. c'est uniquement des structures, donc pour être précis, avec un statut juridique. Voilà. Terminé. Donc, le CCH, en fait, peut soutenir des projets qui vont concerner tous les champs de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Donc, que ce soit l'habitat, la vie sociale, l'accès aux droits de manière générale ou encore l'aide aux aidants. On peut également soutenir des projets qui ont un public qui vise en fait le public des aidants et des proches aidants, hein, pas les aidants professionnels. Et donc, nous pouvons soutenir à la fois des projets de services, par exemple des plateformes de services coordonnées pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ou des plateformes de répit pour les aidants. On soutient également les structures, les établissements et les services médico-sociaux dans la transformation de leur offre. Donc, on peut être aussi bien sur des projets vraiment de services, de bâtis, de construction ou des projets d'expérimentation. Et à savoir que l'innovation sociale tient un rôle vraiment très important dans la sélection des projets. Donc, c'est-à-dire des projets qui vont vraiment apporter de nouvelles solutions pour les publics en situation de handicap et leurs aidants, bien évidemment, et tout ça dans des environnements, ou en tout cas qui permettent de répondre à des enjeux qui sont de plus en plus complexes, voilà, dans des environnements complexes. À titre d'exemple, je peux vous citer par exemple un projet qu'on a soutenu à Nantes il y a quelques années, qui était un véritable projet d'innovation urbaine pour les personnes en situation de handicap les plus précaires, notamment des personnes vivant dans la rue. Et donc, ce projet urbain, en fait, alliait à la fois des accueils sociaux, médico-sociaux, des espaces de rencontre et des projets d'insertion par l'emploi et le logement. Donc, on était bien vraiment dans une approche globale de l'accompagnement des personnes. Alors voilà, on soutient beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qu'on ne soutient pas. Dans ce qu'on ne soutient pas, ce sont notamment les projets qui sont portés à titre individuel. Donc tout ce qui relève de l'aide individuelle, par exemple une personne qui souhaite aménager son logement ou acquérir un véhicule adapté. On ne finance pas non plus la mise en accessibilité du cadre bâti, des transports ou des services de manière générale. Ça peut être la mise en accessibilité d'un site internet, par exemple. Donc ce type de projet n'est pas éligible. On ne soutient pas non plus les projets événementiels, comme par exemple l'organisation de salons ou des compétitions sportives, ni les projets vraiment ponctuels, comme par exemple l'organisation d'un séjour de vacances adapté pendant l'été. Et juste, quand on parle d'innovation sociale, parce que derrière innovation sociale, on peut mettre pas mal de choses, on est aussi attentif au CCH à ce qu'on met derrière ce mot.
Parce qu'en fait, ça dépend aussi peut-être des territoires. Oui, tout à fait. Alors, par innovation sociale, alors bien sûr, c'est des réponses, on va dire, soit développer de nouvelles solutions qui n'existent pas, ou améliorer des solutions qui sont déjà existantes. Et par innovation sociale, alors ça peut être, on entend aussi par exemple tout ce qui est innovation organisationnelle. Par exemple, le fait de travailler en réseau, de travailler en plateforme, de travailler à la fois conjointement secteur social, médico-social, sanitaire. Ça peut être de l'innovation technologique aussi, hein, pourquoi pas, de quelle manière les outils numériques peuvent venir faciliter l'accompagnement. Mais on peut être aussi sur des projets novateurs, c'est-à-dire des réponses, voilà, qui peuvent exister sur d'autres territoires, mais pas sur une région, par exemple. Donc, c'est de quelle manière on peut apporter des réponses nouvelles aussi sur un territoire sans être forcément voilà, dans l'innovation. Oui, notre objectif, c'est bien de multiplier les solutions. Il n'y a pas une solution pour une personne, mais effectivement, pour que chaque personne puisse trouver sa solution. Alors, on va continuer. Est-ce que tu peux aussi nous dire quel type d'aide le CCH peut accorder aux porteurs de projets qu'on va accompagner? Oui. Alors, avant tout, le CCH va collecter des fonds auprès de ses membres financeurs qui sont les groupes de protection sociale. Donc, je vais les citer, hein, je vais faire une petite dédicace. Donc, nous retrouvons Malakoff Humanis, Clésia, G2R, La Mondiale, Apicil, l'IRSEM et l'Alliance Pro, avec les groupes Agrica, B2V, IRP Auto, Lourmel, Pro BTP et Audience. Et donc, ces groupes de protection sociale, en fait, ont des budgets d'action sociale qu'ils consacrent aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Et donc, mais on collecte aussi auprès d'entreprises hein, comme la SNCF, qui est aussi un fonds d'action sociale. Et donc, nous, le CCH, on va vraiment être un intermédiaire de financement entre ces groupes et les porteurs de projets. Et une de nos spécificités, c'est que nous travaillons aussi en mutualisation, c'est-à-dire que nous allons rechercher des fonds. Les recherches de fonds sont réalisées auprès de tous ces membres. Donc, ce qui nous évite aussi de multiplier les dossiers, sachant qu'avec un dossier au CCH, bah, potentiellement, voilà, votre projet sera présenté à l'ensemble de ces financeurs. Donc, sur les financements, donc le CCH va financer vraiment des projets déjà et non le fonctionnement régulier des structures ou tout ce qui va relever des projets d'établissement ou des projets de service, notamment pour le médico-social. Donc, le CCH, avec ses membres, peut intervenir soit sur des dépenses d'investissement, donc par exemple des travaux de construction, des travaux de réhabilitation, tout ce qui concerne l'aménagement du bâti ou l'achat de nouveaux équipements. On peut également intervenir sur des dépenses d'ingénierie, de coordination, de pilotage, des ressources humaines, donc ça plutôt dans le cadre en fait des projets d'expérimentation. Où là, on n'est pas forcément, on n'a pas des besoins vraiment d'investissement matériel, mais plutôt des besoins d'investissement en moyens humains ou en ingénierie. Et on peut également financer toutes les dépenses qui peuvent être liées au déploiement ou à l'essaimage de projets en mobilisant des fonds d'amorçage, par exemple. Nous avons également un partenariat avec la FIRA, qui est la Fondation internationale de recherche appliquée pour le handicap. Merci. Et donc, avec la FIRA, nous avons un partenariat. Donc, tous ces projets de recherche appliquée, nous allons les co-instruire, en fait, les co-sélectionner, les co-étudier, les co-financer avec la FIRA. Donc, quand on parle de projets de recherche appliquée, ce sont vraiment des projets qui vont créer des livrables et qui vont vraiment améliorer de manière concrète les pratiques, alors soit des professionnels, soit des personnes concernées par le projet ou de leurs aidants. Voilà, on n'est pas du tout sur des projets de recherche fondamentale. Au niveau des financements, le CCH n'intervient jamais seul. On va toujours demander aux porteurs de projets de rechercher des cofinancements, donc soit auprès des aides publiques, départements, régions, CNSA,
soit auprès de financeurs privés. Alors, ça peut être des banques, par exemple, ou des structures du type France Active, qui sont déployées sur les territoires, ou alors des fonds propres, aussi des fonds propres, ce qui est important parce que ça montre vraiment aussi l'implication du porteur de projet dans la réalisation de l'action. Alors, quand on parle de fonds propres, c'est bien sûr du numéraire, de l'argent, mais ça peut être aussi la mise à disposition de personnes, par exemple, de moyens humains. Voilà pour les financements. Merci, Carole. On voulait aussi vous parler de nos critères de financement, de nos critères de sélection des projets. Quels sont-ils? Alors, nos critères, ce qui est important, en fait, c'est que le CCH va s'intéresser vraiment à la démarche globale de l'association et du projet. Donc, on va aussi on va voir avec vous, en fait, un petit peu quelle est votre vision, quelles sont vos valeurs, vos missions, et quelle est un peu la cohérence entre tout ça et le projet mené. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que, alors par exemple, si c'est un projet de construction, alors ça, on en a assez souvent aussi. Alors le CSH et l'équipe, les chargés de mission, ils vont bien entendu s'intéresser à la qualité architecturale du bâtiment. On va vous demander des éléments sur la surface des chambres, quels vont être les espaces communs, les équipements, les aménagements spécifiques que vous allez réaliser. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment en quoi ces travaux vont améliorer la qualité d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Nous, quand on va regarder un petit peu les projets, quand on va les étudier, on va surtout s'intéresser à la plus-value. Qu'est-ce que le projet apporte en termes de plus-value pour les personnes en situation de handicap ou leurs aidants? Donc, alors les critères, on en a plusieurs. On vous a mis les 6 principaux critères, on va dire, là, que vous avez sur cette présentation, qui sont nos critères un peu généralistes, en fonction des projets ou de la thématique, si ça concerne l'emploi ou plutôt la prévention, ou plutôt les aidants. Voilà, on a d'autres critères ensuite en fonction des projets. Mais nous, donc, ce qu'on va étudier, c'est d'abord l'adéquation de la réponse, en fait, que les porteurs de projets vont apporter par rapport aux besoins réels des personnes. Est-ce que la réponse est pertinente au regard de la problématique ciblée? Donc, par exemple, dans le champ de l'emploi ou du soin, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de créer un service spécifique aux personnes en situation de handicap, un service dédié, ou est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le droit commun et les ressources existantes? Alors, parfois c'est possible, mais c'est vrai que parfois on a besoin vraiment de faire un projet spécifique, par exemple, avec du personnel formé pour l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. On va également étudier la démarche d'inclusion et de mixité des publics. Par exemple, est-ce que la structure, en termes d'emploi, va proposer des immersions, des stages métiers en milieu ordinaire, ou est-ce que les services que vous allez déployer vont être faits dans une logique de mixité? Donc nous, on s'interroge vraiment en fait sur la prise en compte de chaque personne dans sa singularité. Donc, est-ce que les modalités d'accompagnement vont être individualisées? Est-ce qu'elles sont souples? Est-ce qu'elles évoluent avec la vie de la personne? Et est-ce qu'elles sont diversifiées? Est-ce que la personne a le choix aussi? Par exemple, dans des projets d'habitat, est-ce qu'on peut mixer un peu, je sais pas, d'habitat inclusif, des studios, de la colocation? Est-ce que c'est possible d'avoir un habitat tremplin, voilà, pour devenir autonome, ou est-ce que c'est de l'habitat qui peut être pérenne? Est-ce qu'il y a la possibilité d'accueillir des couples? Est-ce que l'habitat pourra s'adapter au vieillissement? Voilà, est-ce que la personne pourra vieillir dans son logement? Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Voilà, comme la participation donc des personnes concernées par le projet et tout ce qui concerne l'autodétermination. Avec la paire aidante, par exemple, ou de quelle manière la personne va s'approprier son parcours. Un autre critère, c'est tout ce qui concerne l'impact social du projet, alors que ce soit pour le public ou également pour le territoire. Par exemple, est-ce que le projet va générer des créations d'emplois? Est-ce que l'outil numérique produit va être en libre accès?
Est-ce que le service proposé aura un tarif accessible au plus grand nombre? Et on va aussi questionner le projet donc, sur les partenariats, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que le projet permet de créer de nouveaux réseaux sur un territoire, de mettre en lien des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble? Est-ce que c'est possible de mutualiser aussi les ressources sur le projet? Alors, par exemple, c'est une maison d'accueil spécialisée qui va mettre à disposition son plateau technique dans un territoire qui est peu doté en services de soins et de santé. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et enfin, un élément voilà, qui est aussi important, c'est tout ce qui concerne le modèle économique et financier du projet. Donc nous, on va regarder déjà est-ce que le porteur de projet a bien la capacité financière pour bien mettre en œuvre le projet, donc pour le démarrer, mais est-ce que sur le moyen, est-ce que sur le long terme, en fait, le projet peut être pérenne financièrement. Voilà. Alors, pour les critères. Très bien. Alors, on voulait aussi vous parler, on a des priorités d'action dans les typologies de projets qu'on va accompagner et on a en ce moment des priorités d'action sur des sujets voilà, sur lesquels on voulait évoquer, enfin qu'on voulait évoquer pour savoir aussi sur ces deux axes qui sont l'accompagnement des aidants et l'accompagnement de l'avancée en âge, quel type de projet vous pourriez déposer sur ces deux axes. Du coup, Carole, peut-être que tu peux déjà nous parler de nos priorités sur l'axe qui concerne les proches aidants. Oui, c'est vrai que le CCH, dans son rôle de détecteur de projets, donc nous, ce qu'on recherche en priorité, donc, sont des projets qui vont concerner le public des proches aidants. Alors, pas que, mais c'est vraiment des projets qu'on recherche activement, on va dire, sur tous les territoires. Donc, pour les proches aidants, c'est tout ce qui va concerner des projets d'expérimentation, de quelle manière on peut apporter de nouvelles réponses, de nouvelles modalités d'accompagnement des aidants. Donc, que ce soit dans la conciliation de la vie d'aidant et professionnelle, sociale, familiale, tout ce qui concerne l'information, la formation, la prévention et aussi le développement des solutions de répit. Donc, peut-être pour vous illustrer un peu la thématique, voilà, je des exemples. Quelques exemples de projets qu'on a pu soutenir. Donc, je pense notamment à un projet de bus itinérant qui a été mené avec l'APF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, ce bus itinérant, en fait, va vraiment à la rencontre des personnes en situation de handicap, mais aussi des aidants isolés, en leur proposant vraiment un lieu ressource, un espace de soutien, d'entraide, dans une logique vraiment de proximité. Et ce bus itinérant, en fait, c'est un véritable dispositif d'accès aux droits qui va aller à la rencontre des publics pour les informer, notamment sur leurs droits. Un autre projet là, qui concerne tout ce qui concerne la prévention. Donc, c'est une association qui s'appelle le Lien Psy. Alors, c'est un projet qu'on aime beaucoup au CCH. Et donc, le projet, il s'agissait de développer une offre gratuite de psychoéducation et de soutien psychologique pour les aidants. Donc, vraiment dans une logique de prévention, notamment des risques d'épuisement. Ce qu'on a pu soutenir aussi sont des expérimentations de relayage, donc tout ce qui est service de répit au domicile des aidants. Mais on peut également soutenir alors bien sûr, voilà, des expérimentations du service, mais aussi des lieux. Je pense au projet des bobos à la ferme qui est situé dans les Hauts-de-France. En fait, c'est un projet qui avait démarré en 2017 avec un laboratoire de répit qui en fait est devenu un véritable lieu ressource pour les aidants, notamment les parents d'enfants en situation de handicap du territoire, et puis pour apporter de nouvelles solutions aux aidants et vraiment de rendre effectif en fait ce droit au répit. L'association Les Bobos à la ferme s'est poursuivie avec la création d'hébergements touristiques et de séjours adaptés aidants aidés. Alors, on va passer au deuxième axe. Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas et on essaiera d'y répondre. Voilà.
Et donc, on a donc un deuxième axe sur lequel on cherche activement des projets et sur lequel on peut vous accompagner peut-être plus facilement que parfois sur d'autres sujets. C'est aussi l'accompagnement de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap. Du coup, Carole, je te laisse préciser les types de projets et peut-être nous donner quelques exemples aussi sur ce sujet-là. Oui, donc là, ce sont des projets qui vont concerner vraiment le public des personnes handicapées vieillissantes et de quelle manière on permet une continuité de parcours en fait pour ces personnes en répondant à des besoins qui sont encore vraiment peu ou en tout cas mal couverts. Donc dans le champ du soin, par exemple, une expérimentation aussi que nous avions accompagnée qui s'appelle Soignons humains et qui en fait testait une nouvelle méthode de travail qui s'appelle Buurtzorg, qui est née aux Pays-Bas. Et en fait, ce sont des équipes d'infirmiers à domicile, donc des infirmiers libéraux, qui ont totalement repensé leur pratique professionnelle. Et c'était dans l'idée aussi vraiment de redonner du sens à ce métier, voilà, qui est particulièrement complexe et difficile. Et en fait, la personne en situation de handicap au domicile va vraiment être accompagnée de manière globale. C'est-à-dire que l'infirmier ne va pas uniquement s'intéresser à l'acte de soin, faire un pansement, etc., mais va vraiment voir un peu l'environnement de vie de la personne, les aidants, est-ce qu'elle a bien accès aux droits, etc. Et en fait, le professionnel de santé va réellement faire avec la personne et non faire à la place d'eux pour pouvoir maintenir au maximum l'autonomie de la personne qui vieillit et de pouvoir en fait pouvoir faire en sorte qu'elle se maintienne à son domicile le plus longtemps possible. Dans le champ de l'habitat aussi, un autre projet auquel je pense, c'est toujours une expérimentation. Alors, on a beaucoup d'expérimentations en fait. Le dispositif Logipsy, où là, c'était un trinôme en fait de professionnels qui intervenaient au domicile des personnes en situation de handicap psychique et notamment des personnes vieillissantes. Donc, la moyenne d'âge, c'était à 50 ans à peu près, je pense. Et ce dispositif intervenait pour permettre aussi le maintien dans le logement, soit pendant ou après les hospitalisations. Et ce qui permettait vraiment, en fait, d'éviter les ruptures de parcours et notamment les ruptures de parcours dans le logement. Et donc s'occuper à la fois de l'entretien du logement, de la relation avec les bailleurs, avec le voisinage, etc. On était toujours dans cette dimension aussi d'accompagnement global. Mais ça peut aussi concerner les établissements médico-sociaux. On a accompagné par exemple la fondation Les Amis de l'Atelier sur la rénovation, en fait, la transformation d'un foyer d'hébergement en foyer de vie dans le département du 92. Et là, ce projet il était particulièrement intéressant parce que au sein du nouveau foyer de vie, le projet de l'établissement, il était vraiment centré autour du maintien du lien social et de quelle manière les personnes pouvaient vraiment participer à la vie du quartier, à la vie de la ville, avec notamment un programme de bénévolat. J'en ai une dernière, je sais pas, sur l'emploi. Vas-y. Et sur la thématique de l'emploi, un autre projet intéressant, c'est l'expérimentation Passage. Là, on est dans les Vosges, qui était portée par les AT Flore Bois. Et là, l'idée, c'était vraiment d'accompagner les travailleurs vieillissants, en fait. Alors, à la fois, de quelle manière on pouvait adapter le travail, en fait, soit en termes d'aménagement de poste, de rythme, etc., en fonction du vieillissement des personnes, mais c'était aussi de préparer la retraite. Et toujours vraiment dans une optique un peu globale, c'est-à-dire accompagner les personnes sur leur rendez-vous CARSAT, faire par exemple des immersions dans des établissements médico-sociaux pour voir si ça pouvait convenir à la personne, ou aider à la recherche et à la gestion du logement. Et dans l'idée toujours vraiment de garder ce lien social et d'éviter l'isolement des personnes, des travailleurs des AD une fois à la retraite. Voilà pour quelques exemples, pour rendre aussi les sujets peut-être un petit peu plus concrets pour vous et en espérant que ça vous donne aussi des idées par rapport à ce que vous pouvez développer sur vos territoires. Alors pour finir un petit peu cette présentation sur
sur ce qu'on peut financer, nos critères. L'idée, c'était aussi de vous dire comment on fait concrètement, du coup, si vous souhaitez faire une demande de financement auprès du CCH, comment faites-vous? Alors, pour déposer une demande de financement, vous pouvez aller sur notre site www.cch.fr et dans l'onglet financement, vous avez un lien directement. Donc, c'est une plateforme de dépôt en ligne où vous pouvez également déposer voilà, tous les documents nécessaires à l'étude du projet. Les projets sont vraiment étudiés tout au long de l'année. Il faut prévoir, c'est à peu près un délai d'instruction de 4 mois minimum. Et nous, ce qu'on demande aux porteurs de projets, c'est de nous envoyer vraiment au moins 6 mois avant la date de démarrage du projet, dans la date de réalisation du projet. Pourquoi? Parce que nous devons prendre en compte aussi les délais d'instruction et les délais liés au process de prise de décision de nos membres financeurs. Et on vous a mis une petite adresse mail projet@cch.fr. N'hésitez pas si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre aussi le plus rapidement possible via ce mail. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Quentin, via le chat, mais sinon on va continuer avec toi, Quentin. Je vais enlever le partage. Pour l'instant, il y a une question, Alice. Peut-être qu'on peut voilà, la garder pour la fin. Peut-être se laisser un petit temps à la fin de questions-réponses, vu qu'il n'y en a qu'une pour l'instant, pour essayer de ne pas perdre le fil. Ça marche. Alors, Quentin, il est chargé de mission au CCH et en charge de l'étude des projets dans les régions Hauts-de-France et PACA Corse. Voilà. Et Quentin va nous dire aujourd'hui comment se passe l'étude d'un projet de manière un petit peu plus spécifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Quentin, concrètement, une fois qu'un porteur de projet a déposé sa demande, comme l'a dit Carole, via le site dédié, comment ça se passe concrètement pour lui, l'accompagnement au CCH? Oui, donc de façon très concrète, en fait, le projet il est déposé, il arrive sur une plateforme qui est notre intranet, et puis il passe, on va dire, un premier filtre. C'est notre collègue Alain qui est chargé de vérifier qu'un ensemble de critères dont a parlé Carole de façon générale est bien rempli. Et par la suite, il est assigné en fonction de la région de provenance du projet à des chargés de mission. Donc, comme tu le disais, par exemple, moi, je suis dans les Hauts-de-France et en PACA Corse. En fait, au sein du pôle projet, on est répartis et chaque chargé de mission a la charge d'une ou deux régions. Donc voilà, donc le projet est assigné à un chargé de mission et le chargé de mission va en prendre connaissance. Donc il va lire scrupuleusement tout ce qui a été rempli par le porteur de projet lorsqu'il a soumis son dossier et puis il va proposer un premier appel au porteur de projet pour pouvoir préciser certains points, peut-être les clarifier. Tout ça dans un seul objectif qui est de pouvoir par la suite présenter ce projet en commission de sélection. Donc, la commission de sélection, c'est quelque chose qui se tient en interne au CCH, en fait, où on vient vérifier que le projet, par les valeurs qu'il porte, par certaines modalités pratiques, par les axes qu'il suit, correspond bien au type de projet que le CCH peut présenter par la suite à ses membres financeurs. Donc, en fait, le premier appel du chargé de mission avec le porteur de projet, il va permettre au chargé de mission de poser des questions très spécifiques pour en fait chercher les arguments à mettre en avant pour pouvoir essayer de faire avancer le projet voilà, plus en avant dans le processus. Donc c'est vraiment un accompagnement en fait qui commence à cet instant-là. Moi, ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que voilà, le porteur de projet a rédigé un dossier, mais rien n'est gravé dans le marbre. On est là pour en discuter. Et le chargé de mission doit essayer de sortir le meilleur du projet pour voir, en fait, pour le traduire en nos termes et en des termes qui puissent aussi convaincre des financeurs aussi derrière, quoi. Exactement, voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, c'est un accompagnement en fait qui commence à partir de ce moment-là. Et puis, par la suite, le projet passe en commission donc, de sélection. Si la commission de sélection valide ce projet-là, et puis il peut continuer son chemin
Et ça veut dire que là, à moins retournement de situation, par exemple, je ne sais pas, un projet qui pour X raisons prend énormément de retard ou dont la faisabilité est remise en question, c'est-à-dire à ce moment-là, quand il a passé la première étape, que ce projet sera proposé à nos membres financeurs. Et donc là s'ouvre une seconde phase qui est celle où le chargé de mission et le porteur de projet sont en relation, on va dire, assez étroite et le chargé de mission va venir questionner encore certaines choses, va pouvoir demander par exemple d'autres documents administratifs, pardon, va pouvoir s'assurer vraiment que le plan de financement n'a pas évolué et à présent stabilisé, parce que comme Carole le disait, c'est quand même quelque chose d'assez important en termes de faisabilité économique, par exemple, qu'il y ait d'autres acteurs intéressés. Et voilà, donc petit à petit, on avance, on continue à conseiller le porteur de projet finalement, jusqu'au moment où on va diffuser le projet, c'est-à-dire que le chargé de mission rédige une fiche qui a pour but de mettre en avant, on va dire, les points, les traits saillants du projet et ce qui va pouvoir convaincre les financeurs de participer pour récolter la subvention qui a été demandée. Et j'insiste aussi sur le fait que cette subvention, elle est en général discutée entre le porteur de projet et le chargé de mission, parce que dans cet accompagnement dont je parle, il y a aussi un enjeu qui est celui du montant qui va être demandé. Parfois, on s'aperçoit que demander le montant maximum, ça n'est pas, ou un montant très élevé, du moins, c'est pas nécessairement le plus judicieux. Et puis voilà, on pourra en reparler si ça fait l'objet de certaines questions par la suite. D'accord. Et du coup, tu es amené aussi à travers ta mission à aller rencontrer les porteurs de projets directement Ouais, sur... tout à fait, ouais, tout à fait. C'est l'une des plus-values, d'ailleurs, je pense, du CCH, c'est qu'en fait, on va rencontrer le plus souvent possible les porteurs de projets sur place. Ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de créer une vraie relation avec le porteur de projet, une relation de confiance. Ça permet aussi de rencontrer les équipes parce que souvent, on est en contact avec une personne qui porte le projet, mais c'est pas pas pour ça qu'on est capable de savoir quel est le quotidien concret des équipes, des personnes en situation de handicap qui sont accompagnées. Ça nous permet aussi tout simplement de nous rendre compte parfois de la réalité d'un point de vue, par exemple, s'il y a des projets architecturaux, parfois on nous parle de bâtiment A qui sera à côté du bâtiment J, etc. Bon, bah, c'est toujours plus parlant de se rendre sur place pour pouvoir comprendre, sachant que le but, nous, c'est de permettre aux financeurs de se projeter. Donc, sinon, on est capable de le faire, c'est toujours mieux. Et puis, enfin, ça nous permet aussi d'affiner au fil de l'eau notre connaissance du territoire. Carole parlait tout à l'heure d'innovation. Par rapport à tel ou tel territoire en particulier, bah, plus on se déplace, c'est sûr, dans les territoires, plus on est capable de savoir ce qui est innovant ou pas, ce qu'on a déjà vu ou pas. Donc voilà, donc ça fait partie des plus-values. D'accord. Et du coup, sur l'étude, à quoi es-tu particulièrement sensible, attentif en tout cas, quand tu fais l'étude du projet? Alors, un certain nombre de choses que Carole a pu mentionner, donc c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Je pense qu'on est assez. Vous êtes raccord. Voilà, et voilà, c'est rassurant. Et pour essayer d'en trouver d'autres, bon, alors peut-être quand même rappeler que la personne en situation de handicap est vraiment au cœur de la réflexion. Ça fait jamais de mal de le rappeler. On va en fait se poser la question comment le projet va concrètement améliorer le quotidien et non pas comment tel bâtiment va voir le jour. Le bâtiment, par exemple, si on parle de construction, n'est qu'un moyen qui va servir à atteindre une finalité qui est l'amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap. Donc la question de l'innovation, j'y reviens pas non plus, on en a parlé. L'inscription territoriale est extrêmement importante selon moi. En fait, on va interroger plusieurs choses. La première, ça peut être de voir dans quelle mesure des acteurs publics soutiennent, que ça soit politiquement, financièrement, le projet. Voilà, on peut, en partant du plus petit au plus gros, on peut penser à une mairie, à une communauté de communes, à un conseil départemental, à l'ARS. On va essayer de voir quels sont les soutiens apportés par ces acteurs-là. Et s'il n'y en a pas, c'est pas nécessairement discriminant en soi, mais peut-être pouvoir questionner le pourquoi, et ça nous donnera peut-être quelques billes supplémentaires pour aller poser d'autres questions par la suite. Et puis ensuite, avec des acteurs locaux, qui soient associatifs, que ce soit des entreprises, des producteurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensuite avec Monsieur Amand et le projet sur lequel on va porter le focus plus spécifiquement. Voilà, quels sont les liens du porteur de projet avec son territoire
qui pourront l'aider d'un point de vue de la faisabilité opérationnelle et puis aussi qui pourront à terme ouvrir plus de portes. D'accord. Voilà. Aussi, tu me disais qu'on portait une attention particulière à l'évaluation du projet et à la définition d'indicateurs dans le cadre de cette étude. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'embêter les porteurs de projet. Et donc, je voulais que tu précises pourquoi on était attentif à ça et en quoi il est important que le porteur de projet s'implique dès sa demande de subvention sur cette évaluation du projet. Ouais, alors oui, au contraire, hein, c'est pas pour embêter le porteur de projet et même au contraire, selon nous, en fait, c'est un outil qui est mis à sa disposition et qui fait partie de notre accompagnement finalement et qui lui permet de continuer à structurer le projet si besoin en était, ou alors tout simplement de façon très simple, très succincte aussi, de valoriser son projet et c'est un outil par la suite dont il pourra se resservir pour aller contacter d'autres financeurs potentiels. Cet outil dont je parle, en fait, ça prend la forme d'un tableau ou alors quand on remplit sur le logiciel directement, ce sont des lignes. En fait, on demande de remplir des objectifs. Donc, les objectifs qui sont poursuivis en réalisant le projet, des actions qui vont être mises en œuvre pour atteindre cet objectif, des indicateurs qui vont permettre de savoir si ces objectifs sont atteints ou non. Donc, ces indicateurs, ça, je pense qu'on va vous le répéter de plus en plus, en tout cas, j'espère, c'est qu'il faut qu'ils soient mesurables. Donc, c'est-à-dire avec des chiffres, en fait, obligatoirement. Comment on saura, après réalisation du projet, si les personnes en situation de handicap ont réellement bénéficié de ce projet? C'est parce qu'on s'est fixé des chiffres à atteindre et puis on verra s'ils sont atteints ou non. Et enfin, des outils qui permettent ce qu'on appelle des outils de mesure, qui permettent de savoir, d'avoir la preuve des chiffres, en fait, tout simplement. Je vous donne une idée comme ça. Si dans les indicateurs proposés, il y a le fait que 15 personnes en situation de handicap aient pu être formées à tel type de compétences, ben voilà, on va demander un tableau des formations réalisées, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, on a besoin de choses concrètes. Et en fait, nous, ça nous permet aussi d'analyser plus rapidement en tant que chargé de mission et donc de poser les questions pertinentes. Parce qu'en fait, si dans vos objectifs, il y en a aucun qui est en lien de près ou de loin avec les axes d'intervention du CCH, bah, c'est que quelque part, il va y avoir un problème. Donc, vous avez tout intérêt à les réfléchir en amont. Et puis, peut-être dernière chose, c'est que ce tableau-là, c'est celui qui fera foi, on va dire, lorsqu'il s'agira d'évaluer le projet pour rendre des comptes finalement aux financeurs. Donc, si ce tableau a été rempli de manière sérieuse dès le départ par le porteur de projet, il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est une boussole en fait qui peut guider le porteur de projet, qui peut être valorisé autre part et qui permet par la suite j'ai envie de dire, de rester droit dans ses bottes, de suivre ce chemin et après se retourner pour pouvoir dire bon bah voilà, je voulais faire ça, qu'en est-il à l'heure actuelle? Et c'est aussi une relation de confiance qu'on instaure avec les financeurs. Et comme tu dis, Quentin, j'aime bien le terme que tu as utilisé, c'est une boussole. L'idée, c'est pas, enfin voilà, notre travail à nous, c'est bien aussi d'accompagner des expérimentations. Il y en a qui vont fonctionner, il y en a qui vont pas fonctionner. L'idée de se fixer des indicateurs, c'est d'avoir cette boussole, voilà, de savoir où on en est, si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, on est vraiment, enfin, ce sujet, c'est vraiment pour savoir d'où on part, ce qu'on souhaitait faire et si on y arrive ou pas, quoi. Voilà. J'ai vu qu'il y avait 2-3 questions un peu concrètes. On va peut-être les prendre rapidement avant de laisser la parole à Monsieur Amand. Combien de projets avez-vous financés en 2021? Je pense, Carole, tu peux peut-être nous répondre sur ce sujet. Oui, alors on reçoit un peu plus de 300 projets dans l'année et puis on en finance un peu plus d'une centaine, Voilà. Environ 110. Et alors, la question qui est toujours un peu compliquée, je ne suis pas sûre qu'on ait une réponse à vous donner. On nous demande s'il y a un montant minimal, maximal pour être crédible, si on a des montants maximum de financement sur un projet ou un pourcentage de financement idéal sur le projet. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse sur ce sujet? Comme Quentin le disait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au cas par cas, en fonction vraiment du projet, quoi. Pour nous, voilà, chaque projet est un peu unique et particulier, et donc c'est vraiment l'objet d'une discussion avec le chargé de mission
Il n'y a pas de montant minimal, mais en fait, compte tenu de la complexité un peu du process et du temps, c'est vrai que les projets en dessous de 20 000 euros, etc., parfois, ça contraint plus le porteur de projet que ça ne l'aide. Mais là, on a d'autres solutions qu'Alice va présenter ensuite avec Human & Go notamment. On n'a pas forcément de montant maximum non plus, mais vraiment tout dépend du besoin de financement du projet. Nous, dans des expérimentations, on peut vous aider à prendre le risque, en fait, à vous donner un coup de pouce, mais on peut également être un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire vraiment aussi intervenir en fin de tour de table financier pour améliorer telle ou telle chose dans le projet. Mais voilà, c'est vraiment une discussion ensuite avec le chargé de mission. Je vois que le temps file. On va tout de suite passer donc je vais présenter Monsieur Brice Amand, qui est directeur général de l'association Trait d'Union de la Vénois dans les Hauts-de-France, et qui vient nous présenter, qui avait présenté un projet au CCH, qui est un projet de l'ESAT Ferron, une fromagerie. Et monsieur Amand, alors je vais vous laisser activer votre micro pour nous présenter l'association rapidement et le projet que vous avez présenté au CCH. Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, vous l'avez nommé, Trait d'Union, hein, c'est une association 1901 qui est reconnue d'utilité publique. On fête notre centenaire cette année, hein, donc on est plutôt jeune, hein, mais encore que, enfin, vous l'avez aperçu, j'ai plus de cheveux. Plus sérieusement, on fête notre centenaire et je dirais que, comme bon nombre d'associations, une des valeurs qui caractérise Trait d'Union, c'est l'humanisme. Alors, quand on le dit comme ça fait un peu, je dirais, tarte à la crème, puisque effectivement, dans ce genre de secteur, tout le monde peut s'en targuer. Il n'en demeure pas moins que notre histoire est quand même assez particulière, dans le sens où sa fondatrice et première directrice, Jeanne Roussel, a été reconnue juste parmi les justes et pendant la Seconde Guerre mondiale a caché plus de 50 enfants juifs au risque de sa vie. Donc au final, l'humanisme a été, je dirais, décliné durant cette période et on essaye de cultiver cet état d'esprit qui était le sien. Alors aujourd'hui, Trait d'Union, c'est quelques 600 collaborateurs, hein, dont environ 180 en situation de handicap au sein de notre ESAT. On est multi-activités, hein, très rapidement. On est 3 pôles d'activité spécifiques. Un pôle d'activité qui fait de la protection de l'enfance, hein, avec une MEX et des services de milieu ouvert. Un pôle d'activité, pôle médico-social enfant, qui est IME, IMPRO, enfin je dirais les structures relativement classiques dans le médico-social. Et le dernier pôle d'activité qui concerne plus directement le projet que je vais présenter très brièvement, c'est le pôle médico-social adulte, où là, effectivement, on a des foyers d'hébergement, des foyers de vie, du SAVS, mais aussi, comme je le soulignais, un ESAT, et un ESAT au sein duquel nous avons une activité commerciale, puisque nous avons 14 métiers différents au sein de cet ESAT, mais une activité qui fait référence au projet que je présenterai, qui est une fromagerie, hein, puisque nous sommes dans les Hauts-de-France, vous l'avez cité tout à l'heure, sur la zone d'appellation contrôlée du Maroilles. Et nous faisons, je le dis toujours avec un peu d'humour, le meilleur maroilles bio au monde. Alors, je ne prends pas de risque, hein, puisqu'on est les seuls à en faire du maroilles bio, donc forcément, pour l'instant, on peut assez facilement dire qu'on est les meilleurs. Plus sérieusement, encore que ça soit extrêmement sérieux, notre projet, c'était tout simplement, alors c'était simple et complexe à la fois. Simple parce que c'était l'idée de se dire on va faire une fromagerie, on en a déjà une, hein, avec un process vieillissant. C'est simple dans l'idée et complexe dans la réalisation et aussi des investissements relativement conséquents, puisque tout à l'heure on parlait un peu d'argent. C'est un projet qui se situe quand même à un montant à concurrence d'environ 3,8 millions d'euros d'investissement. Donc, complexe, vous pouvez assez facilement l'imaginer dans le sens où c'est des normes sanitaires, c'est toute une complexité, on va dire, technique.
Et ce qui nous intéressait donc dans ce projet, déjà effectivement, c'est de rester un acteur marquant du territoire. Hein. Tout à l'heure, on l'a évoqué. On est un des plus gros employeurs de notre territoire et on est, comme le disait notre avant-dernier sous-préfet, on est un acteur structurant du territoire et parfaitement inséré dans le tissu local de par nos différentes activités commerciales et en particulier la fabrication du maroilles. Donc l'idée, c'était effectivement de faire une fromagerie fonctionnelle, ergonomique. Tout à l'heure, peut-être je développerai un petit peu plus, mais c'est un des axes effectivement du CCH, hein, c'est de se dire mais comment on peut adapter l'outil de travail au vieillissement des personnes en situation de handicap. Enfin, il y avait toute cette démarche autour de l'ergonomie, la fonctionnalité. C'était justement là-dessus qu'on voulait vous interroger. On voulait savoir en quoi le financement qu'on vous a apporté concrètement a permis d'améliorer aussi le quotidien des personnes handicapées. Ben, comme je le disais en premier lieu, l'ergonomie, et d'ailleurs on a fait le choix de choisir un cabinet d'études spécialisé dans le froid alimentaire, bien évidemment, et un des critères qui nous a amené à le sélectionner, c'est que ce cabinet d'études est venu faire un travail en immersion dans l'actuel process de fabrication, et c'était de se dire, mais comment on peut adapter notre process de fabrication à la spécificité des personnes en situation de handicap et de tout type de handicap pour que, effectivement, ce nouveau process de fabrication s'inscrive dans une démarche de moins de fatigabilité, davantage d'adaptation, je dirais, du process au vieillissement. Ça, c'était vraiment un des axes majeurs. Le deuxième axe par rapport à ce projet, tout à l'heure on en parlait aussi également, c'était aussi la capacité à développer des compétences nouvelles pour les travailleurs en situation de handicap. Les compétences nouvelles, tout simplement, déjà ne serait-ce que en nous donnant la possibilité de faire un autre fromage que le maroilles bio. Et donc du coup, nouvelles compétences, reconnaissance aussi du travail effectué. Pour la petite histoire, nous avons été primés à la Foire agricole de Paris en 2017. On est primés régulièrement sur notre maroilles dans des foires agricoles, mais qui sont d'importance sur notre territoire, hein, puisqu'effectivement on est sur le territoire du maroilles. Et donc, du coup, c'était une valorisation du travail, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était vraiment une valorisation du travail de nos professionnels, hein, et j'emploie le terme à bon escient. C'est-à-dire qu'au final, on n'achète pas notre maroilles par compassion, hein, on achète notre maroilles parce qu'il est bon, en premier lieu. Et donc, c'est effectivement et quand on va dans une foire, d'ailleurs, on est un fromager parmi tant d'autres. Nous ne sommes pas des personnes en situation de handicap qui faisons du maroilles, nous sommes des professionnels du fromage, hein, des artisans, j'aime bien le dire comme ça, des artisans du maroilles. Et donc, ça concourt bien évidemment, hein, tout à l'heure vous le soulignez, ça concourt bien évidemment à des mécanismes d'inclusion assez facilement compréhensibles. Et le dernier point, peut-être, alors il y en aurait 50 milliards, hein, mais je vais essayer de synthétiser. Le dernier point, c'est aussi l'idée de créer un couloir de visite vitré dans cette nouvelle fromagerie qui permettra demain, et c'est vraiment demain, hein, parce que, enfin, on parlera du timing, mais on est dans le final, hein, qui permettra demain à n'importe qui de venir dans nos structures, visiter le process de fabrication avec un hall qui permettra effectivement d'avoir une vision sur l'ensemble des phases de fabrication du maroilles et donc de valoriser le travail, encore une fois, des personnes en situation de handicap. C'est comment dire, ne plus être du médico-social, je dirais, au sein de la cité, mais la cité est dans le médico-social, si vous me permettez cette métaphore qui n'est pas forcément très jolie, mais on se comprend bien en le disant. Donc voilà. Oui, du coup, je voulais, Quentin, c'est bien tout ça qui t'a intéressé dans le projet? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais, sur lesquelles tu
Mais je te laisse activer ton micro, Quentin, auquel tu as été attentif dans l'étude. Ça sera mieux, effectivement. Ouais. Merci, Alice. Je pense que Monsieur Hamon a déjà reparcouru les grandes lignes de son projet, et c'est ces éléments, c'est vrai en particulier, qui m'ont intéressé. En termes d'inclusion, moi, j'aimais beaucoup l'idée du fait qu'on achète le fromage parce que c'est un beau produit, et non pas parce qu'il est fait par des travailleurs en situation de handicap. Et pour moi, c'est l'une des définitions peut-être, ou l'un des exemples les plus parfaits qu'on puisse faire de l'inclusion. Et en fait, de façon très générale, ça s'inscrit aussi dans une démarche de développement durable, en fait, parce que ça allie des avantages d'un point de vue social, économique, environnemental. Et en fait, je trouve que ce projet démontre qu'il est possible d'avoir un impact positif sur l'ensemble de ces enjeux en même temps. Et pourquoi pas, ça pourrait être un exemple aussi pour d'autres projets. Voilà. Alors, on va conclure rapidement, Monsieur Hamon, parce que je vais peut-être prendre 5 minutes complémentaires à la fin de cette réunion pour vous parler de Human & Go. Donc, on va juste finir, Monsieur Hamon, juste en nous disant peut-être où vous en êtes aujourd'hui et en quoi, voilà, cet accompagnement vous a permis de mettre en œuvre, ce projet. Très rapidement. Déjà, l'accompagnement, hein, si je devais le qualifier en 3 mots, je dirais chaleureux, simple et facilitant. Et en plus, Quentin, il n'a pas de chance parce que il mange du bon maroilles et il va en Corse. Hein. Donc, franchement, c'est vraiment triste. Hein. C'est difficile. Plus sérieusement, dans un premier temps, pour ne rien vous cacher, Quentin nous a aidé à mieux connaître le CCH, tout simplement. Nous, on était rentrés par la porte d'AG2R La Mondiale, hein, comme ça, par réseau, on va dire, et le fléchage s'est fait vers le CCH. Donc, du coup, la première phase, c'était la phase de connaissance et de décryptage un petit peu des différents enjeux qui peuvent effectivement qualifier un projet ou pas. La deuxième phase, je vous rassure, il y en a 4. La deuxième phase, c'était les allers-retours, comme Quentin l'a signalé tout à l'heure, en ajustant un petit peu la constitution du dossier en fonction des critères du comité. Et donc, du coup, mettre en valeur les points saillants et les éléments positifs qu'on pouvait avoir. La troisième phase qui a dû être extrêmement pénible pour Quentin, c'était la visite sur site, parce qu'il a dû manger quand même du maroilles et d'autres fromages d'ailleurs au demeurant. Mais bon, on ne dévoilera pas les côtés privés de sa vie. La visite sur site est effectivement extrêmement importante, comme ça a été souligné tout à l'heure, parce que le dire c'est bien, le voir c'est mieux. Et donc du coup, effectivement, d'être en capacité de visualiser non seulement la logique du projet et son site, mais aussi la logique de l'association et comment on accueille, qui on est, ce qu'on fait. Et ça, c'est, me semble-t-il, aussi extrêmement important. Et puis la quatrième et dernière phase, c'est le suivi de la demande. Et les différents coups de mail, téléphone, les différents mails, téléphone, pour vraiment finaliser les choses. Et d'ailleurs, nous, on est en voie, alors je ne vais pas dire en phase terminale parce que c'est pas très beau, mais on est en voie d'aboutissement non seulement de l'aide du CCH, hein, puisque pour ne rien cacher, on a 3 financeurs qui se sont positionnés sur ce projet. Et puis, on est en voie aussi de terminer ce projet, puisqu'on est sur un livrable, malgré le Covid, malgré tous les aléas qu'on a pu rencontrer. On est sur un livrable troisième trimestre 2022. Ça veut dire que notre fromagerie, elle sera opérationnelle, allez, on va se dire septembre-octobre, quelque chose dans ce moment-là. Ce qui d'ailleurs, et pour conclure, moi, va me permettre de totalement boucler le plan de financement de ce projet. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, 3,8 millions, donc c'est quand même un montant assez important. Et donc, il faut du temps pour boucler. Et d'ailleurs, on sera un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, on a 30% de fonds propres, on a 30% à peu près d'aides, et là des aides multiples et variées. Hein, le CCH bien évidemment, mais la région, l'ARS, la Fondation du Nord, enfin donc où on mélange du privé et du public. D'ailleurs, ce qui pour nous était extrêmement important. Hein, encore une fois, on ne voulait pas se contenter de financements médico-sociaux. Hein, c'était symboliquement
techniquement extrêmement important. Et donc, il nous reste un dossier à boucler pour le financement. Et puis voilà, les ajustements vont s'opérer. Donc, on est prêt à bientôt déguster le maroilles bio version nouveau process et un futur nouveau fromage. On n'a plus qu'à caler les dates pour On l'inauguration. espère qu'on pourra venir goûter. J'espère bien. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Amand, d'avoir participé à ce temps avec nous. Je vais finir. Je vois que mes collègues répondent au fur et à mesure aux questions dans le chat et je les en remercie. Je vais finir en vous présentant rapidement la plateforme de financement participatif Human & Go, qui est une plateforme qu'on a créée en 2019. Adrien va vous mettre le lien de la plateforme sur le chat. Et moi, je voulais juste vous en dire 2 mots pour pouvoir vous dire ce que vous pouvez déposer sur ce projet. Alors, cette plateforme de financement participatif, elle est soutenue par AG2R, Agrica, Apicil, IRP Auto, Clésia et Malakoff Humanis. Elle a pour objectif de soutenir des projets d'intérêt général, vraiment une dynamique associative locale, puisque on vient soutenir des campagnes de financement participatif qui sont menées par les porteurs de projets. Et donc, on est par rapport aux projets qu'on soutient habituellement sur des projets qui sont pas aussi grands en termes d'envergure et de moyens financiers demandés pour la mise en œuvre, en tout cas, du projet. Et puis, contrairement aux projets qu'on soutient habituellement, on est vraiment sur des cibles très variées, puisqu'on accompagne des porteurs de projets qui montent des projets pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées, pour les personnes fragilisées socialement, malades, pour leurs familles, leurs aidants. Donc, on est assez large sur la typologie de projet et sur les champs d'action également, puisqu'on peut accompagner des projets qui sont sur l'accès aux soins, à l'emploi, à la culture, aux loisirs. Je vous invite vraiment à aller sur le site pour aller voir tous les projets qu'on a pu financer jusqu'à maintenant. C'est vraiment, on va contrairement au projet que vient nous présenter Monsieur Amand, où il y a des besoins financiers qui sont très conséquents, on vient là vraiment soutenir les petits projets qui ont sens pour vous, mais voilà, qui ont pas besoin d'autant de financement, mais qui ont besoin d'un coup de pouce pour être mis en œuvre. Et là, toute notre plateforme de financement participatif, ce que je vais préciser, c'est qu'on n'accompagne que les associations à travers cette plateforme. Il faut avoir un statut associatif pour déposer un projet. Mais il y a des vrais atouts sur cette plateforme. C'est qu'il y a un abondement des 6 partenaires que je vous ai cités. Ils ont débloqué en 2021 240 000 €. C'est-à-dire que si vous déposez un projet, que vous trouvez 1 € par exemple auprès de votre cercle via votre campagne de financement participatif, à travers un système d'abondement, on ajoute 1 € complémentaire. C'est-à-dire que vous trouvez 2 000 €, vous aurez 4 000 € grâce à l'abondement des membres de Human & Go. Également, il n'y a pas de frais intermédiaires pour le porteur de projet puisqu'on les prend en charge. Et puis, on vous propose à travers cette plateforme un accompagnement à la préparation et à l'animation des campagnes. On sait que ce n'est pas forcément quelque chose de facile et d'accessible pour tout le monde. Et du coup, on a prévu dans le cadre de notre accompagnement le fait aussi de vous préparer parce qu'il va falloir utiliser les réseaux sociaux pour parler de votre campagne. Il va falloir mobiliser des cercles pour trouver des premiers financements. Et donc, sur ces sujets-là, on va vous accompagner. Voilà. Alors, juste quelques critères pour vous dire. Donc, je vous ai dit statut association, un projet d'utilité sociale, c'est sur le territoire français. Il y a un montant maximum du projet qui est de 15 000 €, dont il manque dont 5 000 € d'amendement maximum. C'est-à-dire que si vous voulez proposer un projet à 15 000 €, nous, de toute façon, on n'ira pas au-delà des 5 000 €. Donc, ce 1 € équivaut à 2 € est valable juste dans la limite des 10 000 €. Voilà, du montant de 10 000 € max de votre projet. Je ne redis pas la cible parce que je vous en ai parlé. On exclut, comme pour le CSH, les projets éphémères ou de communication. Et alors,
Juste peut-être pour vous préciser, il faut vraiment que ça concerne un projet spécifique. On n'accompagne pas la mission de l'association, mais vraiment un projet spécifique que vous développerez au sein de votre association. Mais on ne va pas accompagner la mission globale de l'association. Voilà, donc il faut que vous nous proposiez un projet qui soit assez concret et assez parlant, qui permet de mobiliser un réseau. On sera d'ailleurs attentif à ce potentiel de mobilisation. Est-ce que vous avez un réseau, le nombre de bénéficiaires sur le projet? Si ça concerne une personne, ça va être compliqué de mobiliser un réseau et donc ce n'est pas forcément les projets qui sont retenus. Le sujet, est-ce que c'est un projet qui va mobiliser les personnes? Voilà, est-ce que je veux dire, si c'est des choses, si vous nous proposez juste d'acheter un camion adapté, ça va être compliqué. Par contre, s'il y a un beau projet derrière, pourquoi pas? Mais il faut nous vendre le projet, quoi. Et puis, il faut aussi que vous soyez bien impliqués dans la préparation de votre campagne. C'est important parce que cet abondement, on vous le donnera que si vous obtenez des fonds. Et donc, juste pour vous préciser, une campagne, c'est 6 à 8 semaines pendant lesquelles vous mobilisez vos donateurs. Et si vous atteignez un premier objectif de collecte, on se sera fixé ensemble. À partir de ce moment-là, ça voudra dire que le projet pour nous est réalisable. Et donc, vous récolterez les dons et on vous donnera l'abondement qui est lié au montant atteint, voilà, par la récolte des dons. Voilà. Juste, donc, vous pouvez déposer un projet sur Adrien a dû le faire, c'est humanandgo.fr. Et vous avez en haut une rubrique, vous avez un projet, je lance mon projet, pardon. Et dedans, on vous demande un petit questionnaire qui est très, très rapide à remplir. On vous demande, c'est assez simple. Par contre, soyez assez précis sur l'apport de votre projet pour les personnes et sur l'usage des fonds qui sera réalisé, parce qu'on s'appuie sur ces réponses-là pour sélectionner votre projet. Et donc, il faut que vous soyez assez précis sur ce que le projet va apporter aux personnes. Voilà. Et je vous invite, pour finir, à aller sur le site. Vous pouvez aller voir tous les projets qui seront financés. On a pu soutenir des projets très variés. On a soutenu l'achat d'un petit véhicule autonome dans un foyer de vie pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être mobiles dans leur vie sociale, mais aussi dans leur recherche, dans la recherche d'emploi, par exemple. On a soutenu des ateliers diététiques pour des personnes qui ont le diabète. On a aussi accompagné des box pour accompagner les aidants qui viennent d'apprendre que leur enfant est en situation de handicap. Voilà, il y a des projets extrêmement variés qu'on peut soutenir à travers cette plateforme. Donc, on vous invite à aller déposer un projet sur la plateforme. Il y a des comités de sélection, des appels à projets et des comités de sélection tous les 2 mois. Donc, n'hésitez pas à déposer un projet. Voilà, c'est aussi un autre moyen et on ne finance pas les mêmes projets à travers la plateforme de financement participatif et le process que vous a expliqué Carole, Quentin, habituel d'accompagnement des porteurs de projets. Voilà. Voilà pour le petit point qu'on voulait vous faire en fin de réunion sur Human & Go. Je ne sais pas, il me semble que vous avez répondu aux questions, Carole, Quentin. Et comme on a dépassé le temps, on va vous remercier d'avoir participé à cette réunion. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact. On vous a laissé les coordonnées pour que vous puissiez prendre contact et qu'on puisse apporter des réponses à vos questions complémentaires.